Salut à tous, Tatami Connexion, épisode pronostic. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas la voix habituelle de notre cher Jarod qui lance les hostilités. Il m'a abandonné, je peux pas lui en tenir rigueur, d'habitude c'est moi qui l'abandonne. Donc je me lance en solo, c'est ma première fois, donc je vais vous demander d'être indulgent. Donc aujourd'hui on va parler de l'UFC 283 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc le 22 janvier. Donc qui aura lieu à l'Arène Olympique de Rio, à Rio de Janeiro, l'UFC 283, qui va opposer pour le titre des lourds légers, light heavyweight, Glover Teixeira, donc l'ancien champion, contre Jamal Hill. Jamal Hill qui est classé 6ème, Glover qui est classé donc 2ème, juste derrière Jerry Prochaska qui a abandonné sa ceinture pour cause de blessure. Donc, je vous rappelle que ce combat, le combat pour la ceinture, normalement avait eu lieu entre Blachowicz et Ankalaev, donc au dernier UFC, à l'UFC 282. La ceinture était en jeu à ce combat-là. Dana White a jugé que le combat n'était pas assez plaisant à ses yeux pour délivrer une ceinture. Donc il a donné la ceinture à personne. Et il l'a remis en jeu donc cette fois-ci. Je pense que ça l'arrange bien Dana White parce que la carte Brésil était pas ouf. Hein. Ah, il y a aussi un autre combat pour le titre, donc c'est Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno. On a pris le parti de ne pas en parler, parce que c'est la 4e fois qu'ils se rencontrent et qu'on n'a pas énormément de nouvelles choses à dire. Hein, on pense que c'est un combat ultra équilibré, que ça va jouer sur vraiment, ça va jouer sur rien, c'est des réglages. Donc si vous voulez une analyse sur ce combat, je vous invite à écouter nos précédentes analyses qu'on a déjà fait sur ce combat. Là, on va se concentrer uniquement sur Glover Teixeira contre Jamal Hill. Donc je vais commencer avec le Tale of the Tape, hein, comme d'habitude, vous le savez. On va commencer avec l'ancien champion Glover. Donc Glover, c'est un ancien, 43 ans. Il est là depuis bien longtemps, hein. Grosse expérience. Il mesure 1m88, il pèse 93 kg, hein, comme tous les combattants dans cette catégorie, en tout cas à la pesée. Allonge 1m93, et son palmarès, un gros palmarès, 33 victoires, 8 défaites, 0 nul. Dans ces 33 victoires, on va compter 18 KO TKO, 10 soumissions, 5 décisions. Donc on peut déjà noter que c'est un gros finisseur, hein. Seulement 5 décisions, le reste c'est des finishes. Et dans ces défaites, donc il y a 3 TKO contre des mecs très solides. C'est pas n'importe qui qui peut finir Glover debout. On a de mémoire, on a Rumble qui le finit. On a Gustafsson quand il était à son top. Et le troisième, je l'ai plus en tête. Mais vous voyez bien que c'est pas des peintres. Donc il a une défaite par soumission, donc contre Jiri lors de leur dernier combat. Et 4 décisions. Voilà. Maintenant, on va passer à Jamal Hill, qui est plus jeune. En tout cas, qui a moins d'expérience, surtout dans la Big League. Ça fait peu de temps qu'il est là. Hein. Il vient des Dana White Contender Series. Il a 31 ans. Il mesure 1m93, donc un peu plus grand. Son allonge est de 2m07. 2m7. Donc il a une grosse allonge. Une grosse allonge, ouais, comparé à Glover. Il a plus d'allonge. Son palmarès est beaucoup moins éloquent. Il a 11 victoires. Une défaite, 0 nul, 1 no contest. Dans ses victoires, on peut compter 7 TKO ou KO. En fait, ouais, c'est clairement un striker. Hein. 0 soumission et 4 décisions. Et dans ses défaites, seulement un TKO contre Paul Craig. Hein. Paul Craig qui l'a dominé au sol et qui le met TKO, qui lui prend un triangle et qui met des coups de coude, enfin qui met un grand endpoint à partir du triangle. Et l'arbitre arrête le combat. Donc, on va commencer, comme vous le savez, par la boxe. Hein, on analyse chaque compartiment du combat. On va commencer par la boxe et on va commencer par l'ancien champion, donc Glover. Glover, vous le savez, c'est un style assez académique. Hein, c'est boxe anglaise, quelques low kicks. C'est surtout de la boxe anglaise. Hein, c'est ouais, un style très orthodoxe, les mains très hautes. Il cherche à avancer, à mettre la pression, mais progressivement, avec des bons mouvements de tête, il avance. Quand il voit un trou, il rentre. Il peut travailler au corps aussi. Il a des frappes lourdes, il a des frappes très lourdes. Il a plutôt une bonne défense. En tout cas, quand il a de l'espace derrière lui et qu'il se sent à l'aise dans ses mouvements, il a une bonne défense. Là où il peut se faire cueillir, c'est quand il se retrouve dos à la cage et qu'il commence à se faire déborder par des frappes. Parce que c'est pas quelqu'un d'explosif, Glover Teixeira. Il n'est pas ultra explosif, il a des bons mouvements, il anticipe bien les choses. Mais il peut vite se retrouver noyé sous les coups. On l'a vu contre Jiri, on l'a vu dans pas mal de ses combats. Dans pas mal de ses combats, il se fait toucher. Après, sa grosse force, c'est de bien réagir. Il réagit toujours bien, Glover. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Glover? Alors, un point à noter sur sa boxe,
surtout là sur ses derniers combats, hein, c'est que sa boxe est au service de sa lutte. D'accord? Ça veut dire que ses actions en boxe cherchent à provoquer un contact pour rentrer en lutte. Alors là, il frappe avec une idée derrière la tête. Il frappe pas. Alors s'il touche, tant mieux, il va chercher à vous finir. Mais le but principal de sa boxe, ça va être de vous toucher pour rentrer en lutte. Donc il travaille bien en crochet, il travaille bien en jab, comme je vous l'ai dit, des bonnes esquives rotatives. Ah, par contre, attention, des fois il en fait un peu trop. Il prend un peu trop de risques à bouger la tête. Il suffit de le timer pour le toucher. Mais comme je vous l'ai dit, il réagit toujours très bien. Très bon menton, même s'il se fait toucher, il y a pas de souci. Maintenant, à voir comment il reviendra de son combat contre Jiri où il a pris énormément de coups. À 43 ans, c'est une inconnue. On ne sait pas comment il va revenir. Maintenant, il a pris le temps de bien récupérer. Donc je pense que ça va le faire. On va passer à Jamal Hill. Jamal Hill, je le connaissais pas plus que ça hein, avant de faire cette analyse. C'est pas un combattant que j'ai suivi particulièrement. Donc son dernier combat c'était contre Diego Santos où il le bat par TKO en Ground and Pound. Il a battu sur ses 3 derniers combats. Ensuite le combat d'avant c'était contre... j'ai un trou de mémoire. D'habitude c'est pas moi qui ai des trous de mémoire, mais là ça m'arrive. Contre le Brésilien qui saute partout, qui s'est même déboîté l'épaule en faisant une célébration. Bon, en tout cas, ces dernières victoires, c'est pas des top fighters. Alors, Thiago Santos a été un top fighter. Je le considère plus comme un top fighter. Là, pour moi, il est sur une phase descendante. Donc là, c'est son premier vrai gros test contre Glover Teixeira. On va voir ce que ça donne. Pour parler de sa boxe, alors lui, c'est clairement un striker. Hein. C'est son arme principale, peut-être même la seule. Donc c'est un striker à pression. Il aime bien avancer. Il est très puissant. Il frappe très fort en anglaise. Très très fort des 2 points, mais particulièrement du point droit. Quand il se place en gaucher, il va travailler essentiellement avec excusez-moi, avec son crochet du bras avant, donc son check hook, très puissant, très très puissant. S'il touche, on voit tout de suite que ça fait beaucoup de dégâts. Quand il se place en droitier, il va, pareil, envoyer son crochet du bras arrière, donc sa main droite toujours. Travaille aussi beaucoup au corps. Il aime bien travailler au corps, c'est intelligent ce qu'il fait, notamment quand vous kickez. Quand vous kickez, il aime bien saisir la jambe, surtout sur les middle. Il saisit quasi systématiquement la jambe pour contrer derrière soit la tête, soit au corps. Donc c'est pas mal. Là où je le trouve un peu prévisible, c'est dans ses avancées, il n'a pas un excellent cadrage. Ça veut dire qu'il va plutôt suivre l'adversaire plutôt que de le cadrer. Et c'est là où il est moins bon en initiant, c'est à cause de ça, qu'en contrant. Il va être très bon dans l'échange, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à échanger avec lui, il va trouver le trou, il va vous toucher. Par contre, quand c'est lui qui initie, ça touche pas systématiquement et ça génère moins de dégâts en plus. Donc, on a dit, il cadre pas forcément très bien, il est très puissant, on le sait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a d'excellents coups de genoux. Quand il prend le clinch, ça fait mal. Maintenant, il le prend pas. Il cherche pas forcément le clinch. Il va prendre le clinch quand vous êtes touché. Son idée principale, ça va pas être d'utiliser sa boxe pour entrer au clinch et d'envoyer les genoux. Il va chercher à vous toucher avec les poings et quand vous commencez à être sonné, là il va prendre le clinch pour envoyer les genoux. Maintenant il encaisse bien aussi, hein, on l'a vu dans ses combats, il prend des coups, hein, il n'est pas sonné, il réagit plutôt bien, il kick pas énormément, il peut envoyer des low kicks, il est aussi susceptible d'en prendre. Tout comme Glover, j'ai oublié de le préciser, les deux peuvent prendre des low kicks. Jamal, il peut en prendre, il a les jambes assez écartées. Il en envoie aussi, mais c'est pas son arme maîtresse, d'accord? Ça va être surtout sur de l'anglaise. Il envoie des high kicks aussi, mais c'est des high kicks un peu téléphonés. Il y a pas un travail derrière il n'y a pas une construction autour du high kick. Il va envoyer le high kick pour envoyer le high kick. Donc c'est pas ça je pense pas que ça soit ça qui puisse surprendre quelqu'un comme Glover. Glover qui en plus a toujours les mains très hautes. Donc je pense pas que les kicks dans ce combat soient déterminants. Maintenant, il a la vitesse. Il est plus rapide que Glover, ça on le sait. Glover, je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un d'explosif. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Donc Glover, il travaille plus
Il anticipe les choses, mais Jamal Hill, avec sa vitesse, il peut le déborder debout. Maintenant, de là à le finir, honnêtement, c'est compliqué. À qui je donne l'avantage en striking dans ce combat? Eh ben, je vais le donner. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je pense que Jamal Hill a ce qu'il faut pour toucher Glover dans les premiers rounds en tout cas. Le temps qu'il soit bien frais. Après, si ça dure dans le temps, je vois Glover reprendre le dessus même en boxe. Mais si je dois en désigner un, bon, ça sera l'avantage à Jamal Hill en boxe. Alors, je lui donne cet avantage. On va passer à la lutte. Alors, la lutte. Toujours avec Hill. Non, j'avais commencé par Glover. On va reprendre avec Glover. Donc Glover, excellent lutteur. Excellent lutteur. On le voit là depuis ses derniers combats, depuis qu'il recherche le sol en fait. Depuis qu'il a laissé un peu de côté le fait de se dire je veux boxer et qu'il recherche le sol, vraiment sa spécialité. Il a une lutte ultra efficace. Voilà, c'est ce que je vais dire. C'est comme ça qu'on peut la désigner. C'est pas magnifique, c'est pas une lutte de fou comme on peut voir dans les plus petites KT, mais c'est solide, c'est précis, il sait ce qu'il fait, il a des bons enchaînements, ça veut dire que son arme maîtresse, c'est le single leg. Donc soit en attaquant, il peut mixer avec sa boxe, comme je vous l'ai dit, il va boxer en avançant pour shooter sur le single leg, soit en contre. Quand vous avancez sur lui, il va simplement descendre, prendre le single leg. Et à partir du single leg, il a tout un tas de variations où soit il va venir chercher à lever votre jambe très haut pour vous faire chuter. On l'a vu plusieurs fois contre Jiri. Il peut aussi vous prendre le dos si vous commencez à fuir, si vous commencez à vous tourner pour, vous savez, sortir le genou. Il peut vous ceinturer, vous prendre le dos. Il peut vous arracher. Il peut faire absolument ce qu'il veut à partir du single leg. En plus, on sent qu'il a une puissance de malade. Il a un grip de fou. Donc ça, c'est son arme maîtresse, c'est le single leg. Maintenant, il a aussi un body lock ultra puissant. Il peut vous plaquer à la cage, vous contrôler. Il peut vous arracher du body lock. Il peut vous arracher du double leg. Ça, c'est essentiellement contre la cage. Quand il vous contrôle contre la cage et qu'il va descendre dans vos jambes, en général, il finira par vous arracher. Donc, au niveau de la défense, bah, c'est pas dans l'intérêt des gens en général d'emmener Glover au sol. Donc ça va avec les mecs bons en JJB en fait. Quand on est bon en JJB, la défense de lutte, c'est pas une obsession pour lui parce qu'il est extrêmement à l'aise sur le dos. Et je vois pas Jamal Hill tenter quoi que ce soit en lutte défensive. Donc là, je me concentre uniquement sur les attaques de Glover. Donc Glover, comme je vous le dis, super lutteur. On va passer à Jamal Hill. Alors lui, c'est l'inverse. Lui, c'est tout sur la défense. Lutte offensive inconnue. On ne le voit pas tenter d'amener. Donc on va se concentrer sur sa défense. Il a, avant toute chose, un excellent équilibre. Ça veut dire que il est très stable. Très très stable. C'est dur de le faire tomber. On le voit même des fois quand il est au bord de la chute. Il y a toujours une jambe qui traîne. Il retrouve toujours son appui. Ça, c'est le premier point. Ça, il y a des gens comme ça qui ont un excellent équilibre. On voit souvent des mecs qui viennent d'autres sports. Quand on tourne avec des mecs qui viennent d'autres sports, comme le breakdance, la gymnastique, etc., c'est des gens qui, naturellement, sont très durs à faire chuter. Parce qu'ils ont cette notion de se retrouver dans l'espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ils ont ce repère dans l'espace qui fait que c'est très dur de les faire chuter. Ils auront toujours un appui qui traîne, une main, c'est un réflexe chez eux. Bah, je ressens un peu ça chez il est très dur à faire tomber. Pas impossible, mais en tout cas, alors, il n'a pas affronté de lutteur de fou jusque-là. En tout cas, personne avec une lutte comme Glover. Mais sur ses précédents combats, alors on l'a vu chuter contre Thiago Santos et se relever très vite. C'était sur le shoot qu'avait fait Thiago Santos, c'était plus en explosivité. Il l'avait chargé, il avait couru sur lui, il l'avait fait chuter, il s'était relevé très vite, donc très bonne réaction. Maintenant, Thiago Santos, ce n'est pas la lutte de Glover et ce n'est pas les contrôles de Glover non plus. Donc, excellent équilibre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a de très bons placements, notamment avec ses bras, où il vient très, très naturellement rentrer les underhooks à chaque fois. À chaque fois, il a ce réflexe
On le voit rentrer les bras dès que l'adversaire le chope en body lock ou autre. Il rentre les bras, les placements de bras sont toujours au bon endroit. Donc ce qui augmente en plus sa défense, c'est ça. De très bons placements même au niveau de sa tête, c'est carré. Il a bien bossé ça. À la manière d'un Adesanya ou autre, il a vraiment bien bossé ça. Maintenant, il y a que ça à dire, hein. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, il a affronté personne du niveau de Glover en lutte. Donc à voir. Comment il va réagir au single, parce que je pense qu'on aura ce cas de figure, c'est quasi évident. À moins que Glover se fasse sécher sur un crochet direct, mais on va se retrouver en single, à part ça. Et je sais pas s'il a ce qu'il faut pour réagir sur ce type de lutte. Il peut réagir contre la cage, il peut rentrer les bras sous les aisselles, il est très solide, très dur à déstabiliser. Mais lutter au milieu de la cage sans appui derrière lui contre un mec qui sait ce qu'il fait et qui a plusieurs variations dans ses actions, je suis pas convaincu qu'il puisse résister à ça. Donc l'avantage, vous l'avez compris, hein, sur la lutte, elle est clairement pour Glover, parce qu'on sait ce qu'il vaut en lutte. Là où Hill, on a une inconnue. Voilà, on l'a vu résister sur des amenés, mais pas contre des mecs qui avaient une lutte de ce niveau, du niveau de Glover. Donc avantage à Glover Teixeira en lutte. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On va passer au sol maintenant. Alors le sol c'est un peu pareil, hein, peut-être même encore pire, c'est là où l'écart se creuse le plus à mon avis. Donc Glover Teixeira, c'est un jiu-jitsu qu'on peut qualifier d'old school, c'est-à-dire contrôle, pression, passage, et j'améliore ma position à chaque fois. C'est ça. Voilà comment on va résumer ça. Quand il est au-dessus, Glover, c'est je passe la demi-garde. Alors, on va prendre un schéma simple. Il se retrouve dans votre garde. Il va vous mettre un bon grand end pound. Il a un grand end pound très efficace. Il va passer en demi. Il va refaire son grand end pound. Il va passer en latéral. De la latérale, pour ceux qui ont déjà subi une position latérale, vous savez que c'est quand on a un adversaire qui sait se positionner, qui met une grosse pression, c'est épuisant. Donc déjà, il vous use. Il vous use, il vous use, il vous use. Grosse pression, on le sent. On sent qu'il pèse sur chacune de ses positions. De la latérale, il va encore améliorer sa position en prenant la montée. De la montée, il va vous frapper. Il va vous frapper avec un grand endpoint dévastateur. On sent que chaque coup, ça fait très mal. Les poings, les coudes. De là, vous avez deux options. Soit vous restez face et l'arbitre arrête par TKO, même si vous prenez pas, même si vous arrivez à bien bloquer, vous savez que quand les coups commencent à tomber en grand endpoint et que l'arbitre voit ça, ça va pas durer longtemps. Donc soit vous restez face et vous avez plus d'options, vous attendez que l'arbitre arrête, soit vous vous tournez pour éviter la pluie de coups et là vous vous faites étrangler. Donc ça c'est le schéma classique de Glover quand il est au-dessus. Quand il est en dessous, c'est pareil, c'est renversement. Donc c'est une excellente demi-garde. Glover, c'est une excellente demi-garde où il va travailler avec le underhook. Il va rentrer son bras sous votre aisselle. Il va remonter sur son coude. Il va vous renverser. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est old school. On sait qu'il va faire ça, mais ça marche quasiment systématiquement à chaque fois. Donc, comme je vous l'ai dit, ultra complet. Au sol, franchement, c'est vraiment son domaine. On va passer au sol de Hill. Alors, le sol de Hill, la seule phase exploitable que j'ai pu voir, c'est sur sa défaite. Sur sa seule défaite contre Paul Craig. Donc, Paul Craig, là où il a été intelligent, c'est qu'il a tiré la garde. Il a tiré la garde et il est resté au sol. Et là, on a tout de suite vu les limites en fait de Hill. Parce qu'il y a eu plein de tentatives de soumission. Il y en a eu deux ou trois. Trois. De Craig où il attaque. Il part sur un omoplata, qui transforme en juji. Il sort parce qu'il est très explosif. Il sort plus en explosion qu'en technique. On a tous des mecs comme ça au club, où ils sont tellement explosifs que vous pouvez tenter n'importe quoi, ils explosent et ça sort. Sauf que, au bout d'un moment, l'explosion, quand quelque chose est vraiment verrouillé, c'est verrouillé. Et donc ça a tourné, il rattaque le Juji, Craig, et après, il arrive à le prendre dans un triangle. Il arrive à le prendre dans un triangle extrêmement bien verrouillé, donc là, il n'y a plus rien à faire.
Alors, il le fait pas taper sur le triangle, il le finit avec un grand endpoint où il envoie les coudes à partir du triangle. Mais en tout cas, on a vu les limites au sol de Hill. On voit clairement que c'est pas son domaine. Honnêtement, c'est pas son domaine. Et je pense que ça serait suicidaire pour lui de tenter le sol avec Glover. Je pense vraiment que arriver au sol, son espérance de vie, elle va diminuer drastiquement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur son sol. Il n'y a pas énormément de choses. En fait, c'est une inconnue son sol. Je vous ai dit, la seule phase exploitable que j'ai trouvée, en tout cas à l'UFC, c'est contre Paul Craig. Contre Thiago Santos, on l'a vu chuter mais se relever très vite. Donc je pense que c'est sa meilleure option, hein. C'est absolument ce qu'il doit rechercher quand il se retrouve au sol, c'est de se rapprocher de la cage pour essayer de se relever. Maintenant, se relever contre Thiago Santos et se relever contre Glover Teixeira, c'est deux mondes différents. Parce que les deux ont deux styles différents. Et comme je vous ai dit, Glover, c'est pression, pression, pression. Donc se relever avec Glover sur soi, c'est un calvaire. Et surtout se relever sans faire d'erreur. Donc l'avantage, vous l'aurez compris, hein, au sol, il n'y a pas de surprise. Avantage à Glover. Donc ça, c'était quasi évident. Maintenant, on va voir quoi? On va voir les game plans. Game plan pour Glover. Bah, pour Glover, honnêtement, la route, elle est tracée, hein. Je pense que tout le monde le sait. Lui, le premier, il sait ce qu'il a à faire. Il sait que si le combat va au sol, logiquement, ça devrait pas faire un pli. Ça veut dire qu'il a la clé, Glover, pour s'imposer dans ce combat très facilement. C'est faire chuter Jamal Hill. S'il le fait chuter, il y aura... honnêtement, il n'y aura pas combat. Il n'y aura pas combat. Il va lui rouler dessus. Il va l'épuiser et il va lui rouler dessus. Donc le game plan de Glover, il est très simple, hein. C'est boxer, donc ne pas se précipiter, évidemment. Ne pas se précipiter sur... ne pas précipiter son amener. Donc c'est ce qu'il fait habituellement en fait, hein. Glover doit faire ce qu'il sait faire. Donc pour lui c'est assez simple en fait. Son game plan suit son style habituel. Donc ça va pour lui. Jamal Hill, là où c'est plus compliqué, c'est que lui c'est quelqu'un qui avance. Et en avançant, il s'expose à la collision en fait. Et dans la collision, il y aura le contact, et le contact va amener la lutte de Glover. Donc il faudrait qu'il boxe plus en reculant. Mais boxer en reculant, c'est. Quand on a l'habitude d'avancer, c'est pas évident. Maintenant, il sait le faire. Maintenant, son objectif à lui, ça va être de toute façon, c'est le chaos, hein. Honnêtement, je le vois pas du tout battre Glover à la décision ou encore moins par soumission. Donc c'est le chaos, c'est le finish. Maintenant, le finish, ça serait un finish debout. Il faudrait vraiment qu'il l'éteigne debout parce que la suite, même s'il le sonne, on a vu Glover sonner, tomber. Quand les adversaires essayent de suivre au sol, il tombe dans son piège en fait. Donc je pense pas qu'il puisse se permettre de le suivre au sol pour le finir. Donc il faudrait qu'il le mette KO, KO debout quasiment. En tout cas TKO, que l'arbitre arrête le combat. C'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, c'est sa seule carte en fait. Ça va être de limiter au maximum le clinch, le contact, d'essayer de le boxer de loin, de lui faire des gros dégâts, mais sans se précipiter non plus. Faut pas que s'il le touche, il se rue sur lui pour le finir absolument. Il faut prendre le temps. Il faut faire un travail de destruction. Pronostic. Pronostic. Bah écoutez, si vous avez suivi toute l'analyse, je pense que vous avez compris dans quelle direction mon pronostic va. Et j'ai eu Jarod au téléphone hier qui est d'accord avec mon pronostic. On a la même vision du combat. Donc le pronostic, c'est une victoire de Glover Teixeira. Alors, par soumission. Tous les deux, on a dit par soumission. Après avoir bien analysé, là, ça peut être aussi par TKO. En tout cas, ça va se passer au sol. Donc, je vois Glover l'amener au sol, le contrôler, l'étouffer, prendre une position ultra dominante, le frapper, et comme je vous ai dit, ça va être au choix. Soit il va continuer son grand endpoint jusqu'à arrêt de l'arbitre, soit ça va être un étranglement. Soit Jamal, il va tourner, va donner son dos, et va se faire étrangler. Donc Jarod voit ça au deuxième round. Je voyais ça au deuxième round, c'est ce que je lui ai dit aussi. Et bah je vais modifier. Je vais modifier ce que je dis et je vois ça au premier round.
Je vois ça au premier round parce que, après avoir bien analysé les derniers combats de Glover, quand je vois ce qu'il a fait à Jiri au premier round, au sol, je vois pas Jamal Hill survivre à ça. Et quand je vois la phase de combat qu'il a avec Paul Craig au sol, on voit clairement ses limites, on voit que c'est pas son domaine. J'ai beaucoup de mal à le voir tenir si ça va au sol. Même un round, ça sera très compliqué. Donc, pronostic. Victoire de Glover pour ma part, je vais dire, je vais dire soumission. Allez, je vais me mouiller, je vais dire soumission, premier round, étranglement arrière. Et Jarod dit soumission, étranglement arrière au deuxième round. Voilà. Donc, quoi dire d'autre sur ce combat? Écoutez, sur les à côté, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. C'est au Brésil. Voilà, c'est un petit avantage. Alors, avantage oui et non, ça dépend des combattants. Il y en a qui n'aiment pas forcément combattre à domicile. Donc là, c'est dans le pays de Glover. Est-ce que ça va le motiver plus qu'à l'accoutumée? Je sais pas. Est-ce que ça aura un impact? Je sais pas. On verra. Mais je pense pas que avec une telle expérience, de toute façon, c'est pas des choses qui. Faites la pression, c'est fini la pression. On le voit dans ses combats à Glover. On peut voir dans son combat contre Jerry Prochaska quand il arrive le sourire aux lèvres. Le mec, il prend plus les choses à cœur, Glover. C'est son métier. Il est détaché émotionnellement, je pense, de tout ce qui se passe. Il est là pour faire quelque chose, il le fait. Donc je pense pas que le fait que ce soit chez lui ou pas chez lui ait un impact sur sa performance. Quoi d'autre sur la carte? On a, donc je vous ai dit, Brandon Moreno contre Figueiredo. Je vais pas me lancer dans un pronostic sur ça parce que c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est du pile ou face. C'est vraiment du pile ou face pour moi. Donc je vais pas me mouiller. Là pour le coup, je me mouille pas. Et un autre combat intéressant que j'avais vu sur la carte, c'est Neil Magny contre Gilbert Burns. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Burns. J'ai hâte de le revoir. J'aime beaucoup ce combattant. Neil Magny aussi. J'aime beaucoup ce combattant. Donc ça va être intéressant. Les deux sont de très bons grappleurs. Même si Burns c'est plus sa spécialité, mais Magny, il se défend pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera ce combat. Maintenant, c'est pas une carte incroyable, hein. Pour un UFC numéroté, voilà, on va pas se mentir, c'est pas la carte du siècle. Mais bon, il y a des combats quand même assez intéressants. Donc je vous invite à suivre cette UFC. Je vous invite également à liker, à commenter, me dire votre pronostic dans les commentaires, à partager. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a participé avec mon cher Jarod On a pris notre revanche. On a reconquis notre reconquéri, ça ne veut rien dire. On a reconquis notre titre au MMA Quiz, donc sur la chaîne de MMA Story France. Donc on a participé au MMA Quiz pour la 3e fois. On avait perdu notre titre contre la Team Ropers. Cette fois, c'était contre la Team Novice. C'était un super bon moment, on a kiffé. C'est une excellente ambiance. Donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo sur la chaîne de MMA Story France. Et ouais, donnez-leur de la force, abonnez-vous, likez, commentez. Plus, bon, je devrais pas vous le dire, mais j'ai craqué mon jean dans le métro. Et le caméraman n'a fait que de faire des gros plans sur mon slip pendant toute la durée du tournage. C'est génial. Si vous voulez voir un beau slip, allez voir leur vidéo. Bon les gars, il me reste plus qu'à vous souhaiter, vous connaissez le slogan, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut!